Oui, je sais, le 8 mars, c'est souvent une journée déjà assez déprimante quand on est féministe, et je suis désolée, mais la vidéo d'aujourd'hui ne risque pas trop de vous remonter le moral. Bonjour tout le monde, alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu plus longue que d'habitude, mais on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc les liens entre la culture du viol et les littératures de l'imaginaire, donc pour la journée du 8 mars qui est la journée de défense des droits des femmes, et j'avais envie que cette vidéo puisse être éventuellement une base de discussion pour échanger autour de ce sujet, donc j'ai vraiment voulu mettre un max d'exemples, alors sans être non plus totalement exhaustive. Et j'en profite aussi pour faire quelques précisions avant de démarrer. Alors, premièrement, non, je ne pense pas que la littérature de l'imaginaire soit pire que d'autres domaines culturels en ce qui concerne la culture du viol. Alors, pourquoi je choisis de parler spécifiquement de ces littératures aujourd'hui? C'est parce que de 1, c'est la littérature qui me tient le plus à cœur, que je connais le mieux, donc ça me semble logique de parler du domaine que je connais le mieux, tout simplement. Je vais pas parler par exemple de la culture du viol, je sais pas, dans le cinéma d'action ou dans la littérature de romance, alors que c'est des choses que je connais assez mal. Et en plus, il y a plein de gens qui le font très bien, donc n'hésitez pas à parcourir le vaste web pour découvrir ces autres travaux. Et de 2, je pense quand même qu'il y a des spécificités, alors encore une fois, ni meilleure ni pire, mais enfin une façon particulière éventuellement de traiter la question du viol dans la littérature de l'imaginaire. C'est un point qu'on abordera plus en détail dans la dernière partie de la vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, mais on en reparlera justement au moment venu. Une autre raison qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai pu avoir l'impression, vis-à-vis de certaines conversations que j'ai eues, que on a cette image que le féminisme essaye de censurer les auteurs sur la question du viol, et alors que à mon avis c'est pas du tout le cas, c'est plus questionner comment on le représente et quelles représentations peuvent avoir un effet positif ou négatif, mais ce n'est pas du tout la question de le censurer ou d'en faire un tabou. Le viol c'est une question actuelle, malheureusement beaucoup trop actuelle en fait. Parce que oui, rappelons quelques chiffres, les viols ou tentatives de viol, c'est 83 000 victimes par an, et que 16% des femmes y sont confrontées au cours de leur vie, et 5% des hommes. Alors, comme je vais lire des extraits, parce que ça me semble important de vraiment pas se baser sur des choses abstraites, mais vraiment sur du concret, oui, gros trigger content warning, il va y avoir des lectures de scènes de viol tout au long de la vidéo. Je vous mettrai des marqueurs temporels pour que vous puissiez passer ces passages. Et non, je ne vais pas les illustrer, je vais mettre des vidéos de chats pendant que je lis ces passages pour essayer de compenser un peu la violence de ces passages qui ne sont pas tous aussi violents les uns que les autres, mais il y en a, oui, vraiment, c'est graphique. Si vous avez du mal, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, ne vous faites pas violence pour rien. Voilà. Et commençons les réjouissances par le pire, c'est-à-dire les scènes qui sont des scènes de viol, mais qui ne sont absolument pas décrites comme des scènes de viol. Donc là, on est en plein dans ce qui s'appelle justement la culture du viol, que j'ai pas défini tout à l'heure, mais faisons-le maintenant, c'est-à-dire un ensemble de clichés, croyances, normes, etc. Enfin, toutes ces idées qui traînent dans la société et qui banalisent, normalisent, voire rendent acceptable le viol, en tout cas l'idée de se passer du consentement de son ou sa partenaire, et se passer du consentement de son ou sa partenaire, c'est du viol, hein, voilà, clairement. Mon premier exemple n'est pas très original puisqu'il est souvent cité, mais difficile donc de passer à côté puisqu'il s'agit du premier tome de Game of Thrones, la scène juste après le mariage de Daenerys avec Drogo. Avec une dextérité mystérieuse et tendre, il la dépouilla posément de chacune des soieries qui l'enveloppaient, tandis qu'immobile et silencieuse, elle plongeait dans ses prunelles. Mais lorsqu'il dénuda la poitrine, elle n'y put tenir et, se détournant, voila ses seins de ses 2 bras croisés. Non, dit-il en les dénouant sans rudesse, mais d'une main ferme, avant de la forcer de même à reporter son regard sur lui. Non, répéta-t-il. Non, reprit-elle en écho. Alors il la releva, l'attira tout près pour lui retirer ses derniers effets. L'air de la nuit sur sa peau nue la fit frissonner, la chair de poule lui hérissa bras et jambes, et l'angoisse la prit de ce qui allait suivre. Mais un long moment s'écoula sans qu'il n'advint rien. Toujours assis en tailleur, Drogo se contentait de la boire des yeux.
Enfin, il commença ses attouchements. Léger d'abord, puis plus pressant. Ses mains avaient une force effrayante, et pourtant ne meurtrissaient pas. L'une d'elles lui emprisonnait les doigts et les câlinait, un à un, l'autre lui pétrissait la jambe, doucement. Il lui caressa le visage, suivi d'un doigt la courbe de son oreille, le pourtour de ses lèvres. Il enfouit ses 2 mains dans sa chevelure, et ses doigts affectèrent de la coiffer. Il la fit pivoter, lui massa les épaules, parcourut du dos de l'index le sillage de son échine. Des heures semblaient s'être écoulées quand ses mains enfin s'aventurèrent vers les seins, en les caressant par-dessous, d'abord, jusqu'à y susciter comme un léger fourmillement. Puis de ses pouces, il en investit les mamelons, progressivement, les titilla, les pinça, tira dessus, d'abord de manière presque imperceptible, puis avec une insistance accrue, jusqu'à ce qu'ils s'érigent et deviennent presque douloureux. Alors il arrêta et la tira, confuse et hors d'haleine, le cœur affolé, sur son giron, puis, ouvrant en coupe ses énormes mains pour y recueillir le visage de la jeune fille, il la regarda dans les yeux. « Non » questionna-t-il, sans qu'il fût possible de se méprendre sur l'intonation. Pour toute réponse, elle lui saisit la main, la guida au creux de ses cuisses, puis comme il y aventurait un doigt, « Oui » chuchota-t-elle. À mon avis, on a là 2 gros problèmes avec cette scène. Le premier, c'est la question du consentement de Daenerys, et là je trouve que la série fait un meilleur travail pour bien montrer que cette pauvre Daenerys n'a absolument pas le choix. Donc obtenir le consentement de quelqu'un sous la contrainte, ça ne compte pas, non. Voilà, et cette gamine a 14 ans, elle vient d'être mariée à un chef de guerre au milieu d'un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne maîtrise pas la langue, elle est toute seule avec son frère abusif. Comment vous voulez qu'elle puisse consentir de manière libre? C'est impossible, c'est mort, c'est du viol. Et la deuxième chose, qui à mon avis est justement le gros problème, c'est que l'accent dans cette scène n'est absolument pas mis sur la contrainte qui écrase complètement Daenerys. Au contraire, la scène est tournée de manière plutôt sensuelle, voire légèrement érotique. C'est quand même déjà gênant quand on sait que c'est une gamine de 14 ans, et la série l'a bien compris d'ailleurs en la vieillissant aussi. Oui, c'est une réalité historique, machin, tout ce que vous voulez, mais enfin bon, il y a des dragons, donc niveau réalité historique, de toute façon, hein, voilà. Et ouais, non, clairement, c'est pas du tout c'est une scène d'amour, c'est pas une scène de viol, la façon dont c'est écrit. Et voilà, ça c'était un gros problème. Deuxième extrait, il s'agit de la geste du 6e royaume d'Adrien Thomas, que je n'ai pas lu en entier, mais qu'une amie m'a gentiment suggéré et m'a gentiment fait découvrir cet extrait. Elle marchait à ses côtés, silencieuse. Ils passèrent devant les cellules, vides pendant la journée. Eriann huma l'odeur de la femme et sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il jeta un œil autour de lui et constata qu'ils étaient seuls. Il sourit sous son masque et plaqua soudain Protéa contre le mur. « Qu'est-ce que tu fais » haleta-t-elle, hargneuse. « La mère nous attend !» « Qu'elle attende encore un peu » souffla Eriann en posant sa main sur le sein de Protéa. « Nous avons bien encore un peu de temps, non ?»« Non » protesta-t-elle mollement en se débattant. Le sourire d'Eriann s'élargit. Son ton manquait de conviction. L'assassin poussa la femme dans une cellule et ferma la porte derrière eux. La respiration de Protéa était soudain bien plus rauque. Il s'approcha d'elle et glissa sa main sur son corsage bien rempli. Il sentit les pointes de ses seins durcir, et sa peau parfumée tremblait sous ses caresses. Elle lui entoura le cou de ses mains et approcha son masque en plantant son regard dans le sien. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un baiser pour les masques. Les mains d'Iriane écartèrent les pentes de la chemise de Protéa, libérant sa poitrine, et entreprit d'ôter les lacets de son pantalon de cuir. Protéa haleta et caressa avec insistance l'entrejambe de l'assassin. Soudain nue, elle poussa Iriane vers le lit et s'allongea sur lui, ouvrant à son tour sa chemise et plaquant ses seins contre son torse. Il l'attira contre lui, il lui caressa l'intérieur des cuisses. Elle haleta et délaça frénétiquement le pantalon d'Iriane. Elle libéra soudain sa virilité, sur laquelle elle s'empala en gémissant avec délice. Alors là, je crois qu'on est dans l'exemple parfait de ce que ne doit pas être une scène de sexe, parce que déjà, elle est mauvaise, on a un empilement de clichés, de choix, de vocabulaire un peu pourri, mais en plus, ça commence par le cliché, mais le plus naze et le plus paresseux possible, c'est-à-dire, la fille, elle dit non, mais en fait, elle veut dire oui. Eh ben, je suis désolée, mais il faut arrêter avec ce cliché. C'est hyper dangereux, c'est pas juste mauvais, c'est dangereux. Une femme qui dit non, eh ben c'est non, c'est tout, il n'y a pas de...
vous essayez pas d'imaginer si elle veut dire oui, si elle veut dire non, si elle veut dire peut-être. Non, c'est non. Donc la scène devrait s'arrêter là, quand elle dit non, qu'elle le dise mollement ou pas, on s'en fout. Elle a dit non. Stop. Le problème au cœur de ces deux scènes est donc, à mon avis, le même, c'est-à-dire qu'on s'en fout du consentement de la meuf, tout simplement. C'est vraiment le cliché que une femme, elle dit non au début, et puis après, il suffit de la convaincre. C'est pas du viol d'insister pour convaincre une femme de coucher avec toi. Si, c'est du viol, il faut pas faire ça. Et ces scènes ne sont juste pas défendables parce que non seulement c'est dangereux, mais en plus c'est quand même super flemmard comme cliché. Donc ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue littéraire, c'est intéressant, vraiment, juste arrêtez. Dans cette deuxième catégorie, nous progressons légèrement, puisque au moins là les viols sont bien qualifiés de viols, mais j'ai envie de dire que c'est quand même le strict minimum, et ce n'est pas parce que certains bouquins échouent à atteindre ce minimum qu'il faut qu'on abaisse nos standards, donc à mon avis ces scènes peuvent être quand même légèrement discutables. Premier extrait avec Au Royaume de Pierre Pével. Naë se jeta sur lui avant qu'il ait pu réagir, et l'enlaça de toutes ses forces. « Merci, murmura-t-elle, le visage enfoui dans son cou. « Merci. » Lorne ne sut quoi faire. Il referma maladroitement ses bras sur la jeune femme, ses mains effleurant à peine son dos. Mais il sentit sa chaleur, ses seins contre sa poitrine, son ventre contre son ventre. Troublé par le désir qu'il sentait naître en lui, il écarta doucement la jeune femme. « Ça va aller, dit-il. D'accord ?» Elle acquiesça, les yeux humides. « Ferme derrière moi, conseilla-t-il en montrant le verrou sur la porte. Ne sors pas d'ici jusqu'à nouvel ordre. Et n'ouvre qu'à moi, compris ? Tu me laisses ? Je vais dormir avec les gars, dans le hamac de ton père. Tu seras bien ici. Merci, Lorne, pour tout. Presque rieur, il haussa les épaules. Bah, nous n'allions tout de même pas te laisser entre les pattes d'Estévéris. Il posa un baiser sur le front de Naë, et juste avant de sortir, il lui dit. Et n'oublie pas le verrou. À demain. Naë poussa le verrou et s'adossa à la porte. Puis elle se laissa lentement glisser assise sur le plancher, les genoux repliés. Son regard se fit douloureux lorsqu'elle se retrouva seule, avec le souvenir du viol auquel Dalk l'avait soumise. Elle ne pleura pas. Bon, déjà, ce qui n'aide pas dans ce passage, c'est que le personnage de Naë est vraiment mal construit dans Au Royaume, et c'est difficile à voir avec juste un extrait. Donc, on voit là quand même que cette mention du viol arrive complètement comme un cheveu sur la soupe. En fait, c'est juste pour rajouter à la noirceur du monde, et il est juste arrivé une tuile de plus au personnage. Parce qu'en fait, cette action ne va avoir aucune conséquence, en fait, on va plus en reparler du tout. Alors que bon, on pourrait s'attendre à quelque chose quand même. C'est juste là pour montrer que le personnage a souffert, mais elle est badass, donc elle s'en fout de son viol. Et j'ai envie de dire, c'est quoi cette idée complètement con ? Et en plus, c'est vrai que ça arrive juste après une scène où le personnage masculin, donc le héros, se montre très paternalisant avec elle, et en plus avec une dimension érotique puisqu'il la désire, ce qui fait un mélange global vraiment, vraiment dérangeant. Donc ouais, non, pas terrible. Ensuite, on va parler des Seigneurs de Bohème d'Estelfaï, et vous savez que j'aime ce roman, mais je trouve quand même cette scène discutable. La puanteur était pire que d'habitude, et Vence espéra, sans trop compter là-dessus, que cela découragerait les gardes, au moins pour ce soir. Son cul le brûlait toujours. En fait, son cul les lançait sans discontinuer depuis la première nuit, la première halte, alors qu'il n'était qu'à une journée de route de Cernatchernik. À l'époque, il ne pensait pas que sa vie pourrait basculer davantage, sincèrement. Il se trompait. La première fois que les gardes étaient venus le chercher, la nuit de leur première halte, il l'avait tiré du groupe des prisonniers encore ensommeillés, puis l'avait traîné à l'écart à moitié endormi. Les gardes avaient beaucoup bu. Ils s'interpellaient et échangeaient des plaisanteries graveleuses, mais après son séjour dans la prison de Cernatchernik, Vence était trop épuisé pour écouter. Il s'était réveillé d'un coup lorsqu'il lui avait écarté les cuisses. Ensuite, il avait été tétanisé, sous le choc, incapable de protester, de résister. Ce genre de choses n'arrivait pas aux hommes, ce genre de choses n'arrivait pas à lui. Les nuits suivantes, il n'avait pas fait plus de manières. D'abord parce qu'il était déjà brisé, ensuite parce que, tant que les gardes s'amusaient avec lui, il ne s'en prenait pas à Célène. Dans les choses positives, je trouve ça quand même bien qu'on parle du viol masculin, parce que c'est assez rare, et que ce ne soit pas une blague, ni un gag, ni quelque chose qui ait un trait avec l'homophobie. Déjà, ça change un petit peu d'habitude, donc bon point.
Mais quand même, je suis dubitative parce que c'est la scène d'introduction du personnage, donc on arrive directement avec cette idée choquante, ces viols à répétition, mais on va jamais en reparler finalement, donc ça semble un peu gratuit pour effectivement choquer le lecteur et rajouter à la noirceur du monde, mais finalement si ils n'avaient pas été là, ça aurait pas changé grand chose, donc ouais, ça fait un peu gratuit. Et un troisième et dernier extrait pour cette catégorie, avec Soundtrack de Hideo Furukawa. Dans leur chambre à coucher, la respiration profondément endormie d'Uzume au bout d'à peine 2 secondes provoquait chez lui une érection carabinée. En cet endroit précis, son corps hissait l'étendard de la révolte et Shunichi se payait une trique de jeune homme de 18 ans. Il se penchait sur Uzume. « Viens, on le fait, lui disait-il. Aucune réaction. Sa voix ne parvenait même pas à ses oreilles. « Allez, on le fait, quoi !» Il la secouait, en vain. Elle dormait comme une morte. Depuis qu'elle était mère, l'épouse était morte. C'est pourquoi les invitations à faire l'amour ne faisaient pas vibrer les tympans de l'épouse. Il sortit de sa couette et alluma la lampe. Rien n'y fit. Il lui retroussa son pyjama et lui attrapa les seins à pleines mains. Il lui caressa la vulve, se mit entre ses jambes et défit son propre pantalon de pyjama. Puis il retroussa entièrement le pyjama d'Uzume, lui baissa sa culotte, et comme elle ne se réveillait toujours pas, se frotta à son ventre, à ses seins, jusqu'à l'éjaculation quelques minutes plus tard. Poussa un gémissement, surprise. À peine 1 minute plus tard, l'érection lui revint. Uzume dormait toujours. Ce corps, de dos, de face, cette nudité inconnue en pleine lumière le faisait bander. Il smecta le pénis avec sa salive et après quelques essais infructueux, réussit à entrer dans le corps d'Uzume. Même là, elle ne se réveilla pas. Il commença à agiter les hanches, et quand il sentit une chaleur ou une rougeur au fond du vagin, il éjacula pour la 2e fois. Il recommença toutes les nuits, comme un animal. Il lui fallait le faire 2 ou 3 fois pour sauver le sommeil. Mais après, il dormait bien. Il établit un record à 4 fois en 1 nuit. Uzume ne se réveillait jamais. Il la mettait sur le côté, la retournait, la prenait par derrière dans toutes les positions, même les plus acrobatiques, tout ce qui lui passait par la tête. Et ça, c'était vraiment du sexe, pas un devoir, lui et sa femme morte. Quand il avait fini, il essuyait le corps d'Uzume, la nettoyait, lui remettait sa culotte et son pyjama. Si bien qu'elle ne s'aperçut jamais qu'elle avait été violée. Alors déjà, une bonne chose aussi quand même dans ces extraits, c'est la reconnaissance du viol conjugal. Ce n'est pas parce qu'ils sont mariés que l'homme peut se passer du consentement de sa femme. Et ce n'est pas parce qu'elle est en train de dormir qu'il peut se passer de son consentement non plus. Si elle ne peut pas dire oui, alors c'est non. Hein, voilà. Donc déjà, ça je trouve ça bien. Ceci dit, là c'est un peu pareil que dans Bohème, c'est-à-dire que cet acte ne va pas avoir vraiment de conséquences, même il va avoir plutôt des conséquences positives puisque ça va permettre à la femme de tomber enceinte, ce qu'elle n'arrivait pas à faire depuis des années. Elle avait pris un traitement contre l'infertilité et c'est finalement uniquement quand son mari va la violer qu'elle va réussir à avoir un bébé. Donc je trouve que globalement sur le côté symbolique, c'est un petit peu limite hein, quand même. En gros, je dirais que ces extraits où on présente le viol comme un rebondissement, une péripétie comme une autre dans le roman sans y accorder particulièrement d'importance, c'est plus sujet à débat. En tout cas, vous avez vu, il y a un extrait que je trouve vraiment mauvais, et les 2 autres, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Alors c'est vrai qu'on l'a vu en introduction, le viol et la tentative de viol, ça reste des crimes courants. Donc, on peut rester dire que malheureusement, c'est très réaliste de parler de ces choses-là comme de quelque chose de presque banal. Mais je trouve ça quand même dommage de ne pas traiter ça de façon plus approfondie, puisque je l'ai dit, ce qui me pose principalement problème quand même dans ces extraits, c'est que ces viols n'ont aucune conséquence sur le reste de l'intrigue, et on aurait pu en fait s'en passer sans que ça n'altère le cours des événements en rien. Donc, ouais, je trouve ça quand même dérangeant, et je suis franchement pas fan de ce genre de scène, mais là, encore une fois, ça reste sujet à débat. Et je vous retrouve un tout autre jour dans une toute autre tenue et dans un tout autre décor car la lumière de ma bibliothèque vient de claquer au bon moment forcément pour interrompre cette vidéo et faire une petite conclusion intermédiaire car la vidéo a complètement dépassé mes pires craintes en termes de durée, c'est-à-dire qu'on était à plus de 50 minutes. Donc j'ai dit qu'on allait s'arrêter là, clairement. Alors, bon, ça me permet aussi de rajouter un petit mot sur ce que je pensais de ces 2 premières catégories que je vous ai présentées.
Alors c'est vrai que c'est à mon avis quand même un truc qui se retrouve dans à peu près tous les genres, hein, soit des viols qui ne sont pas des viols, soit des viols qui sont là comme éléments de décor, mais il y a un truc un peu particulier pour les littératures de l'imaginaire, c'est qu'on retrouve ça beaucoup en science-fiction, en post-apo ou dans la fantasy, dans tout ce qui se veut plus ou moins historique et ou dans la dark fantasy, parce que comme ça donne un côté mature, edgy, où ça montre le côté très dur du monde, et personnellement je suis pas opposée complètement à cette logique, mais là où le bas blesse, c'est que si on veut montrer le côté très dur d'un monde en mettant notamment des scènes de viol, bah faut aller au bout de l'idée, et c'est-à-dire bah, appeler ça des scènes de viol, et montrer les conséquences psychologiques, morales, physiques, sociales, etc. de ces actes qui sont quand même très graves. Et je pense que c'est quand même pas tout à fait le cas dans les exemples que j'ai cités. Bon, vous aurez une deuxième partie, donc avec, ça tombe bien, des exemples que je trouve plus pertinents, ou en tout cas des romans où je trouve que les scènes de viol sont plus intéressantes et mieux traitées, et j'espère que je vous sortirai cette deuxième vidéo la semaine prochaine, mais comme ça vous laisse le temps aussi de faire des commentaires, et peut-être que du coup je pourrais y répondre à la fin ou au début de la vidéo prochaine, et puis bah d'ici là lisez bien, j'espère que ça n'a pas été trop dur à regarder quand même avec les extraits, et que ça vous a plu, même si en ayant coupé la vidéo en deux, cette vidéo reste très longue quand même, j'en ai conscience. Et puis bah je vous fais des bisous. Bye!